Bon, passons aux choses qui fâchent. Non, pas aux choses qui fâchent. On va commencer par les choses qui sont cool. Il y a quelques mois, on en avait parlé quand j'ai reçu Monsieur Chatillon, Ludovic Chatillon. On parlait de faire une fameuse fédération, entre guillemets, en tout cas une association des médias ludiques, euh, qui a lui été relancé sur le projet. Moi, vous le savez, hein, c'est un vieux projet puisqu'il y a déjà eu des vidéos en compagnie de Simon du Passe-Temps, hein, qui est toujours dans les mauvais coups, celui-là. C'est mon binôme maléfique. Et donc, pour faire l'histoire, il y a en 2018, on avait créé une association avec Simon du Passe-Temps, qui s'appelait à l'époque le Collectif des YouTubeurs ludiques, le CIL. Avec le logo, c'était l'œil de YouTube, avec l'œil de, comment ça s'appelait, Secret Story. Il y avait un petit côté comme ça. Euh, à l'époque, le principe, c'était de fédérer le maximum. Alors, c'était surtout YouTube, mais dans l'ensemble des médias ludiques, parce que j'ai toujours pensé que, voilà, quel beau logo, merci Robin. Faudrait que je peux le retrouver, ok. Et donc, ouais, j'ai toujours pensé qu'il fallait, en fait, que tout le monde s'est fédéré hein, dans le monde ludique, quasiment tous les métiers, euh, à de rares exceptions près. Mais les médias, voilà, qui sont une part, en fait, une part très importante du maillon, eux, ils sont toujours pas fédérés. On voit que ça apporte des tas de pratiques discordantes. On voit que ça apporte, j'en ai déjà parlé, mais aussi des, comment on appelle ça, de la défiance vis-à-vis des médias, en tout cas de certains médias, mais du coup ça ressurgit sur tout le groupe. On voit qu'il y a des pratiques différentes des uns des autres. Il n'y a pas de discussion possible pour faire pencher la balance et tout. Donc à l'époque, je crois qu'on peut retrouver les vidéos sur Internet, hein. Avec Simon, on avait fait une vidéo pour expliquer notre projet et on avait commencé à faire des choses. Et puis comme toujours, vous le savez, euh, vive la dépression, comme disaient les autres. J'ai- tout s'est arrêté avec la dépression. Mais du coup, en février, début d'année en tout cas, il y a Ludovic Chatillon qui a émis l'idée de faire un peu un projet équivalent, euh, en tout cas qui est, je vais dire, dans la même suite logique. Et évidemment, à Cannes, j'en ai profité pour en discuter avec lui et pour lui dire, donc à l'époque, j'étais encore au passe-temps. Beaucoup d'anciens du passe-temps sur ce chat. Et, euh, et donc, j'en ai discuté avec lui pour dire que, à l'époque, en tant que passe-temps, bah oui, forcément, moi, ça m'intéressait de faire partie de l'histoire, en tout cas d'aider à monter ce projet. Et je suis plus au passe-temps, mais comme je suis un média ludique, entre guillemets, j'ai relancé Ludovic pour dire, bah oui, oui, j'ai, je suis chaud, quoi, pour y aller. Et donc là, je l'ai recontacté hier pour dire, bon, bah allez, faut qu'on lance, en gros, faut que ça avance, quoi. On s'est mis une deadline, on va en discuter plus précisément sur comment ça fonctionne. Donc là, je vais recréer les statuts, on va refaire une association, on va tout refaire au propre. On va commencer à démarcher des médias ludiques pour voir, tu vois, pour pas être les seuls à avoir une idée, mais pour être plus nombreux. Mais une des premières interrogations que j'ai, et je pense que c'est le plus important, parce que j'ai beau y réfléchir, je ne sais pas comment le définir, c'est quoi un média ludique en fait? Comment on peut le, comment on peut définir ça? Je suis en train de chercher un truc en même temps, donc hop, je vais vous montrer le logo du cil. Attends, je vais mettre ça là. On va virer le puzzle. On va virer le puzzle et on va changer de caméra. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais passer en talk avec Doc. Donc ça, c'était l'ancien, le collectif des youtubeurs ludiques. Donc ça, c'était il y a 4 ans, 18 ans, ouais, 2018. Le cil.
Merci Robin d'avoir aidé à faire ça. Toujours dans les mauvais coups, celui-là aussi. J'ai l'impression qu'il y a une clique un peu, hein, la clique toulousaine là quand même. Donc ça c'est l'ancienne version. Je peux montrer aussi, hop, je crois que j'avais fait ça. On va se mettre là-dessus pour définir c'est quoi un média ludique. Eh, merci Ludinat pour l'abonnement niveau 1. Fait sans contrat. Bah oui, oui. Bah, moi, je suis dans les médias ludiques, donc j'utilise la pratique courante qui est de faire bosser certaines personnes sans les rémunérer. Donc voilà, moi, je suis dans le secteur. Hein, je ne suis qu'une victime. Hein. C'est ce que disent les bourreaux. Je ne suis qu'une victime. Hein. On en parlera de ça aussi après. On a plein de choses à dire. Donc du coup, je vais en profiter pour vous montrer, hop, quelque chose qui sera peut-être pas ça, hein, mais euh, voilà. Je sais pas si vous le voyez là. J'avais fait ce logo-là qui était le collectif des médias ludiques, en fait. Ou la communauté des médias ludiques. Je m'étais dit, ça pourrait être cool. J'avais refait un petit logo. Donc, je sais pas si c'est ça qui servira pour la prochaine association, mais voilà. Toujours est-il que, ouais, elle peut lisible. De toute façon, j'avais fait ça un peu à l'arrache, comme toujours. Hein. C'est du Ludema, hein, donc on connaît le gars. Hein. Le gars, il fait pas du dumping. Ah oui, dame de carreau. Ah, attends, je note. Dame de carreau. Voilà, j'ai noté. Moi, j'ai plus l'habitude de mettre dame de cœur parce que voilà. Mais donc du coup, ouais, l'idée, c'est quoi un média ludique en fait? Comment on détermine euh, ce qu'est un média ludique? C'est-à-dire, quand je pose cette question, c'est pas euh, c'est pas une question sur les formats. C'est-à-dire que un média, hop, définition du média, c'est l'ensemble des supports qui relèvent d'un même mode de communication. Donc pour moi, c'est pas la question du mode de communication. C'est-à-dire que tu sois sur Twitter, que tu sois sur un site internet, comment ça s'appelle, à la radio, dans un magazine papier, une chaîne YouTube, un live, ce que tu veux, tout, tout ça pour moi c'est des médias. Donc ça, la forme, le support ne me pose pas question. J'ai pas de règles là-dessus. À l'inverse, ce qui me pose question, c'est de me dire voilà, on va créer l'association des médias ludiques. Et si je regarde les autres associations qui existent dans le secteur ludique, c'est assez facile en fait de les définir. Quand tu fais partie du réseau des cafés ludiques, tu possèdes un café ludique. Tu vois, là, il n'y a pas de question à se poser. C'est-à-dire que pour entrer au réseau, je ne vais pas rentrer dans ce réseau-là, moi, parce que j'ai pas de café ludique. Pour faire partir du groupement des boutiques ludiques, bah, c'est un peu pareil. J'imagine qu'il y a... Ah, il y a un chouchou qui veut un contrario ciné. Ah putain, où est-ce qu'ils sont? Attendez, je sais pas où c'est. Je vais le chercher. Hop là. Je pense que c'est là-dedans, la boîte à mystère. Oh putain, je sais pas où c'est. Comme toujours, j'ai rien préparé. Juste pour le plaisir de me couper. Bah ouais, ouais, bah ça marche, regarde. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus où sont mes contrarios. C'est que je vois pas la boîte en fait, elle doit être à côté. Mais comme j'ai plein de merdouilles, je vais pas vous le montrer. J'ai vraiment plein de merdouilles. Hein. C'est ce bureau que j'ai rangé il y a pas longtemps. En fait, il y a que la zone qui rentre dans le qui rentre dans le comment ça s'appelle dans dans l'angle de la caméra qui est plus ou moins rangé.
Mais dès que ça sort de l'angle de la caméra, c'est le bordel. Ah, ça y est. Ah, t'en as fait un hors ligne. Ah oui, effectivement, ça marche moins bien. Donc du coup, on fait le contrario. Tout le monde connaît le contrario, je pense. C'est on donne une phrase et il faut retrouver le vrai, euh, le vrai titre du film. Oh là. Donc vous êtes prêts? Attention. Détresse revenant. C'est un titre de film, hein. Je vous laisse pendant que je vais parler. Détresse revenant. Je sais pas si c'est pas. SOS Fantôme. Bravo Robin. GG. Validation. Donc on était sur les. Peut-être je le laisserai, tu vois, dans le replay si je laisse le replay. Donc on était sur les. Et il a gagné à cause du décalage. Sur les médias. Donc je disais, c'est pas tant le format qui me questionne parce que ça, mais plutôt le contenu. C'est-à-dire, euh, comme je disais, réseau café ludique, bah t'as un café ludique, tu peux rentrer au réseau. Euh, la WEJ, l'Union des éditeurs de jeux, bien WEJ, eh ben, si tu es une maison d'édition, il me semble que c'est en fonction de ton chiffre d'affaires. Hop, boum. Groupement des boutiques ludiques, le GBL. Pareil, tu as une boutique qui vend des jeux de société, etc. etc. Euh, on a pareil, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a les auteurs de jeux, la SAGE, la Société des auteurs de jeux. On a aussi enfin voilà, il y a des critères qui font que tu peux rentrer. Pour les médias ludiques, en fait, à quel moment tu es un média ludique? C'est ça ma question, en fait. C'est typiquement pour prendre des extrémités. Si je prends la chaîne YouTube Le Passe-Temps ou le Instagram du Passe-Temps, puisqu'à Rachel, si je prends je sais pas, Ludovox, Trick Track, Un Monde de Jeux, etc. Là, on ne se pose pas de questions. C'est des médias ludiques, indépendants pour certains, affiliés à des éditeurs ou à une boutique pour d'autres, etc. En tout cas, ce sont des médias ludiques qui traitent, quand je dis médias ludiques, c'est le terme générique pour parler des médias qui parlent jeux de société, quoi. Mais maintenant, si je prends Canard PC, par exemple, qui eux sont des journalistes, ce qui est quelque chose qu'il n'y a pas dans le jeu de société, euh, pour Canard PC, ils font une chronique dans chaque magazine, donc c'est une seule page par numéro. D'ailleurs, avec leurs ennuis en ce moment, je ne sais pas si ça perdurera. Et ils font un hors-série par an qui traite du jeu de société, consacré à ça. Mais sur l'ensemble, euh, leur édito, c'est plutôt de parler des jeux vidéo. Du coup, à quel moment est-ce que c'est un média ludique ou est-ce que ça n'en est pas? À titre perso, je pense que ça n'est pas un média ludique. C'est un média qui parle de jeux vidéo avec un encart, avec un encart jeu de société. Chez Plateau, ce ne sont pas des journalistes, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je suis même pas sûr qu'il y a de la rémunération là-bas, si. Je t'avoue que là, je ne sais pas du tout. En tout cas, Plateau, putain, j'ai l'impression que ça sature à mort. J'ai une trop grosse voix. Excusez-moi d'avoir une grosse voix. Donc chez Plateau, ouais, peu importe que ce sont journalistes ou pas, en tout cas, c'est un média ludique. Voilà. Donc moi, en fait, c'est réfléchir ensemble à quels sont les critères qui peuvent déterminer que tu es un média ludique et donc que tu peux adhérer à l'association ou, ou pas. Tu vois, est-ce que c'est une question de... euh, pour moi, il y a plusieurs sources de réflexion. La première source, par exemple, ça peut être une quantification au volume. Tout simplement, si, je sais pas, moi, par exemple, si on prend en compte mes lives et ou ma chaîne YouTube,
je parle en volume. Si on prend que au jour d'aujourd'hui et si on se base pas sur toutes les années précédentes, euh, je, je, je fais du jeu vidéo et en volume, je fais peut-être plus de jeux vidéo en nombre d'heures que de jeux de plateau. Bon, c'est pas le cas actuellement, mais ça pourrait l'être en fait. Je pourrais, pareil, quand je fais des lives et que je discute, tu vois, à quel moment on va quantifier si les moments où je parle de jeux de société et les moments où je parle d'autre chose, où je parle de moi par exemple, où je parle d'un sujet de société comme je vais le faire tout à l'heure, ou autre. Donc c'est ça en fait, c'est de me dire à quel moment je détermine, tu vois, si tu peux adhérer à l'association Média Ludique et donc euh, bénéficier des avantages que peut proposer cette... Moi je dis association, hein, c'est une sorte de fédération, mais pour l'équivalence, pensez que c'est comme la WEJ, comme la SAGE, comme le GBL, comme tout ça, quoi. C'est un groupement pour discuter de sujets, de pratiques et peser dans le game du jeu de société, puisque ne l'oublions pas, parce que j'ai fait la petite réflexion à Benoît Turpin la dernière fois, parce qu'il se félicitait de sa table ronde sur, sur la TVA 5.5 en disant qu'il était content d'avoir réuni les acteurs du monde ludique. Et donc j'ai fait remarquer qu'il y avait tout le monde sauf les médias, alors que tout le monde est bien content de passer par ces médias, hein. Et là, je parle de toute la chaîne, hein, de la boutique à l'auteur, à l'éditeur, enfin tout le monde est bien content d'avoir les médias ludiques. Et c'était les grands absents en fait. Et en fait, c'est toujours les grands absents. Euh, dans toutes les discussions, les seuls qui ne font pas abstraction des médias ludiques, ce sont les utilisateurs, c'est-à-dire les viewers. Eux, ils y pensent, ils sont là, et heureusement, on les remercie, hein. Euh, ouais, c'était l'aspect TVA, mais tu vois, dans l'aspect TVA, euh, est-ce que ça implique quelque chose, en fait, pour les médias? Enfin, c'est de l'information, tu vois, parmi les gens présents, est-ce que tout le monde était vraiment impacté par l'aspect TVA 5.5, etc. Et dans tous les cas, il suffisait juste que dans son euh, post Facebook, ils ne disent pas qu'il y avait le monde ludique, je ne sais plus sa phrase exacte, mais qu'ils disent qu'il y avait certains représentants. Voilà. Et du coup, c'était comme ça. Qui est à l'origine ou à la coordination de cette association? Alors pour l'instant, j'ai expliqué toute l'histoire du début. Moi, j'avais lancé un truc il y a quelques années avec Simon Dupastan, qui n'avait pas abouti pour des tas de raisons, parce que c'est l'UDEMA. Euh, là, c'est Ludovic Chatillon qui a relancé cette idée-là. Et du coup, quand j'étais au passe-temps, j'avais dit, bah ouais, moi en tant que passe-temps, j'ai bien envie, Simon était OK, hein, qu'on rejoigne, enfin qu'on pèse là-dessus. Comme je suis plus au passe-temps, en tant qu'indépendant maintenant, où je peux dire tout le mal que je veux de n'importe quelle boîte de jeu, je rejoins l'aventure et on lance le truc, quoi. Donc pour l'instant, c'est ça l'origine. L'association, je suis en train de rédiger les statuts. Euh, c'est Châtillon qui va la lancer. Et donc pour l'instant, il y a encore... euh, on a des gens qui sont intéressés pour rejoindre et tout. Donc il y a encore moyen de, si tu es intéressé ou quoi, de prendre contact avec Ludovic ou quoi et de rejoindre l'aventure au début. Ouais, ouais, bah oui, oui. Moi, j'y vois plein d'avantages, aussi bien pour les médias en tant que tels, mais aussi pour tout le secteur ludique, en fait. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment un gros boulot à faire. Euh, en tout cas, c'est cool d'avoir des alliés dans ce sens, quoi. Il n'y a pas de TVA quand tu es payé en boîte de jeu. Ah bah si, oui. Exact. On me paye pas beaucoup en boîte de jeu, hein, je vous le dis. Pourtant, j'accepte, hein, je suis prêt à bouffer du carton, les gens, hein. Bon, après, c'est vrai que je fais des vidéos et ça pique. Donc, c'est peut-être ça le problème. Le problème, c'est pas tant qu'on a envie que je parle des jeux, c'est qu'on n'a pas envie que ce soit moi qui dise des trucs sur les jeux. Donc, ouais. Donc, la première question, c'est de se dire comment définir un média ludique parce que
c'est vraiment assez fouillis en fait. Il y a tout et rien là-dedans. Même moi, quand je dis média ludique, dans ma tête, j'ai la liste de ceux qui rentrent, tu vois, des critères, mais ce sont des critères tout personnels. Et je pense que chacun d'entre vous a déjà des critères différenciants. J'en ai parlé sur le Discord du passe-temps, j'en ai parlé sur Twitter, et je vois qu'il y a des gens qui prennent en compte des choses vraiment différentes, quoi. Pour certains, il suffit que le média parle de jeux de société, peu importe la quantité, du moment que c'est pertinent, ce qui n'a pas de sens, tu vois. Si demain Le Monde fait un article sur le jeu de société extrêmement pertinent, fouillé, etc., Le Monde ne sera pas pour moi un média ludique, et il n'y aurait aucune raison d'intégrer l'association et de peser dessus sur les décisions ou de profiter des avantages que cette association, fédération, appelez-la comme vous voulez, peuvent procurer au secteur, quoi. Mais du coup, à quel moment on met le curseur, quoi? Et est-ce qu'il faut mettre un curseur ou est-ce qu'il faut accepter n'importe quel média? Après tout, c'est aussi une possibilité, hein. Moi, je ne suis pas fermé. Donc, je disais, parmi les critères, moi, qui me semblent intéressants, il y a le critère donc de la quantité, quantifier, et dire, ben voilà, si 75%, je dis une connerie, hein, c'est pas un chiffre défini, mais si 75% de ce que tu produis et du jeu de société dans son ensemble, hein. Ça peut être du let's play, ça peut être de la critique. Ça n'existe pas. Pardon, j'ai glissé, excusez-moi. Ça peut être des avis, des explications de règles. Ça peut être parler. Tu vois, moi, la dernière fois, j'ai parlé, par exemple, de l'entrée au capital d'un brasseur de l'Arabie Saoudite. Voilà, ça peut être des choses complètement qui parlent, mais qui parlent du secteur ludique, quoi. Donc ça peut être la quantité, exactement. Euh, Dans la boîte nous dit, là, ça peut être la fréquence, mais du coup, c'est quoi une fréquence qui mérite? Est-ce qu'une fois par mois? Est-ce que... tu vois, je sais pas. Et pareil pour la pertinence, c'est quoi la pertinence? Sachant que euh, mes critères, moi, pour définir ce qu'est un article pertinent, moi, je pourrais aller vous sortir de 3 articles que j'ai eu dernièrement, notamment un sur comment il s'appelle, Escape Tales, bordel de cul. Pardon, c'est pas le titre. C'est le titre en VO, excusez-moi. Euh, voilà, ou des articles dithyrambiques où il y a personne qui parle des bugs et tout. Et moi, je me dis, mais ils y ont pas joué, quoi. C'est pas possible, tu vois. Donc pour moi, l'article est pas pertinent. Il est complet, tu vois. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais à partir du moment où il ne rend pas compte de la réalité que moi je rencontre, c'est que c'est pas pertinent. Ça veut dire qu'il a omis certaines choses. Et là, je ferai aucun procès d'intention. C'est-à-dire que c'est pas une omission pour faire plaisir à un tel ou quoi, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que il n'est pas pertinent, quoi. À partir du moment où il ne prévient pas les gens qu'il y a un problème. Le JDS est déjà sur TikTok, il rencontre déjà pas mal de succès. Donc il y a déjà il y a combien Fabien Olicard qui fait par exemple aussi pas mal de TikTok et de choses où il parle d'un jeu en 1 minute. En fait, tous ces endroits, ils existent. Donc je pense que la pertinence, même si c'est intéressant comme critère, il est trop chronophage et subjectif pour être, pour être défini en fait, très clairement, parce que ça voudrait dire que, par exemple, si tu veux adhérer à l'association, euh, il faut que les membres du bureau, je sais pas, d'un collectif, dans l'association, aillent regarder ton travail, déterminent si c'est pertinent, ils disent, ok, toi, tu es un média ludique. Et je pense que c'est pas très sain, quoi. Je pense qu'il faut des critères qui permettent à n'importe qui euh, de, de soit se définir en tant que média ludique, de dire, ok, j'ai tous les critères, je coche toutes les cases, je suis un média ludique, ou pour les gens qui regardent, de dire, ok, ça c'est un média ludique, euh, et bon ou mauvais, c'est autre chose en fait. Je pense que bon ou mauvais, voilà. Ah ok, pardon, pertinence ne veut pas dire qualité du contenu, mais dans les thématiques principales de ton activité. Ok, alors là oui, moi j'appellerais ça comment on appelle ça Ah putain, maladie de merde qui me fait oublier tout. Le choix éditorial, non,
Ah, le truc, la ligne éditoriale, voilà. Ouais, du coup, voilà, la ligne éditoriale, ça peut être un critère. Ça peut être un critère pertinent pour le coup. Puisque si toi, tu te définis euh, comme un média qui traite en grande partie du jeu de société, dans ce cas-là, et que, effectivement, tu traites du jeu de société, alors dans ce cas-là, ça marche, quoi. Relevant en English. J'essaie de vous suivre, hein. En règle générale, un blog chaîne YouTube compte Insta peut présenter une phrase son essence centrale. Un, un mec passionné de potager qui poste une ou deux fois une photo d'une boîte qui parle de légumes, pour moi, n'est pas pertinent. C'est pas le thème de... Ok. Ciao, ciao, Rachou. Ok. Ouais, ouais, effectivement. Ça peut être... Donc ça peut être la ligne éditoriale. Je pense que c'est un bon critère. Euh, C'est-à-dire que si toi-même, tu te définis comme tel, bah voilà. Et je pense qu'il faut quand même garder une notion de volume, de quantité. Parce que euh, si la matière principale de ton activité, c'est du jeu de plateau, c'est du jeu de société, alors je dis jeu de plateau, c'est pour les jeux qui nous intéressent, mais je dis toujours aussi jeux de société parce que les échecs, les jeux en bois, les jeux de cartes, les jeux de rôle, enfin pour moi tout ça c'est la grande famille du jeu de société. Et donc tout a sa place aussi. Et certains sont invisibilisés pardon, dans le secteur des médias ludiques justement, qui ne parlent jamais de ces choses-là. Euh, donc voilà, donc ouais, je pense que le critère éditorial me semble assez pertinent. Je note, hein, je prends des notes. Parce qu'en fait, je pense que dans l'association, il va falloir pouvoir déterminer, tu vois, ce qu'est un média ludique et dire, ok, toi tu peux rentrer, toi tu ne peux pas, ou quitte à ce que ça bouge, hein. En fait, les critères vont évoluer forcément avec le temps. Il y a des tas de choses qu'on ne voit pas actuellement, des formats ou des manières de faire qui petit à petit on se dira, bah si, en fait, c'est pertinent, quoi. La ligne éditoriale et je pense que pour la quantité, il suffit que ce soit que tu aies une impression de plus de jeux de société qu'autre chose. L'impression, ça doit être suffisant. Parce que s'il faut se mettre à compter, tu as fait 42 vidéos, tu as fait 21 vidéos de jeux de société, 21 de je sais pas quoi. Euh, bah voilà. Ok, donc ça peut être pas mal. Et puis de toute façon, je pense que c'est Ludo qui communiquera sur l'association en temps voulu, avec en espérant qu'il y ait déjà des gens qui rejoignent. Mais en tout cas, je reste toujours persuadé que c'est quelque chose de pertinent. On en avait parlé quand il est venu en parler dans un live au début, là, il y a un mois. Et, euh, et je pense que les médias, dans leur ensemble, ont tout à y gagner. D'un côté, pour avoir, pour uniformiser les bonnes pratiques. Et là, je ne parle pas de contenu, mais juste de pratique. Ne serait-ce qu'avoir des éléments factuels avec un avocat, etc., de ce que sont les lois. Parce qu'en fait, tu prends 10 youtubeurs, enfin je dis youtubeurs, 10 médias différents, t'en as pas un qui connaît la loi exacte ou qui va te dire ah oui, moi je pense que. Euh, Moi je sais des choses très précises sur la loi, mais peut-être que parfois je me plante ou que je tombe à côté. Donc, euh, donc je ne sais pas tout non plus. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce que font les autres associations, c'est-à-dire les moyens, une fois que tu as beaucoup d'adhérents, de pouvoir te payer à un moment, de mettre du budget pour payer comment dire, un avocat ou quelqu'un qui est spécialisé dans notre problématique à nous, qui est de parler des jeux de société et de savoir quelles sont nos obligations légales en termes d'annonces, etc., etc. Donc de fournir en fait de la documentation
pour ça peut être des tas de choses, hein. Ça peut être aussi donner des astuces, tu vois, par ceux qui ont déjà l'expérience de tu veux te lancer sur tel média, tel réseau social, etc. Les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Ça peut être aussi une manière de discuter avec les autres acteurs du secteur, euh, toujours dans le même esprit d'uniformiser les bonnes pratiques, euh, qui serait de dire, ben voilà, ça c'est acceptable, ça l'éditeur qui te fait comme ci, comme ça, il est hors des clous, hors la loi, ou ça ne travaille pas avec lui. Enfin voilà, je pense qu'il y a moyen déjà, en termes d'information et, euh, et d'uniformisation des pratiques, des bonnes pratiques, hein, je précise, en tout cas des bonnes pratiques selon l'association, hein. C'est-à-dire là, je ne saurais pas toutes les dire, hein. C'est quelque chose euh, qui sera travaillé ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Comme dit Rachou, s'entendre sur ce qu'il ne faut plus accepter, etc. Ou avoir une même manière de procéder commune. Euh, et quand tu es plusieurs à le faire, etc., bah, tu vois, ça impose en fait une manière de bosser qui fait que bah, l'éditeur qui va aller bosser avec quelqu'un qui n'est pas dans l'association, il aura peut-être plus tendance, lui, à comment dire, à travailler à la même manière en fait avec les autres. Je pense qu'une fois que tu commences à uniformiser ton process avec un certain, bah, tu vas forcément continuer avec les autres et du coup, tu imposes ce process-là un peu partout. Là, ça c'est plus ou moins régulé sur certains aspects, mais ça reste quand même la jungle sur plein de... Faire des posts sur TechGMOL, par exemple. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est grâce à moi. Faudrait me dire merci, j'ai rapporté de la caillasse, moi, au passe-temps, bordel. J'ai fait du chiffre d'affaires, moi, les gens. Bon, après, vous êtes obligé de jouer à TechGMOL. Et d'en parler. Bon, bah. Moi, j'ai jamais... Sachez une chose, hein, j'ai négocié des tas de tarifs pour le passe-temps. Je n'ai jamais négocié quoi que ce soit sur la ligne éditoriale. Euh, le passe-temps peut dire ce qu'il veut, même quand on les a payés pour le dire. T'as refusé, bah ouais, ouais. Tu m'étonnes. Ça pourrait être une bonne idée de contacter Fred sur le sujet. Fred de Mopomé. Je trouve le projet vraiment super après d'expérience de 9 ans de blogging. Ce genre d'initiative a souvent du mal à s'installer, encore plus à perdurer. Ouais, ouais, bah, je confirme. Euh, pour l'avoir déjà essayé, moi, en 2018, on a lancé l'association avec Simon, donc du Passe-Temps. J'ai déjà raconté, mais je peux raconter comment ça s'est passé à l'époque. Je crois qu'il y a toujours la vidéo. Il faudrait que je la retrouve, cette vidéo, avec Simon. On est chez lui sur son canapé et où on explique le projet, en tout cas la vision qu'on a de ça, qui est toujours d'actualité, hein. C'est ce que je dis. C'est une critique que je fais souvent, mais qui pour moi, que je fais souvent parce que ça fait 4 ans, même plus, que je la fais, où je parle du monde du jeu de société qui ne progresse pas. Tu as tous les autres secteurs qui progressent, tu as tous les autres participants au secteur ludique qui progressent, mais les médias sont toujours sclérosés, quoi. Ils restent enfermés dans les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, et ça n'avance pas, quoi. Ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas parce que personne n'est fédéré, en fait. Je pense que le problème, il est là. Chacun fait sa petite popote, et je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autres envies que de faire leur petite popote dans leur coin. C'est-à-dire, c'est leur kiff, ils font leurs petites règles, et, ils partagent leurs petits trucs, et ils n'ont pas envie d'être, entre guillemets, considérés comme un média ou je ne sais quoi, etc. Pour d'autres qui veulent se professionnaliser, c'est une autre problématique, etc. Le monde ludique dans son ensemble est à la traîne, nous dit Rachel. Ouais, ouais, je confirme, mais sur certains secteurs, ça avance en fait. Ils font quand même des avancées, là où les médias sont toujours au même point, et on est 5 ans après que j'ai commencé à le dire, quoi. Et, en fait, les critiques que je fais régulièrement, moi je me recycle, hein, j'ai rien inventé, c'est les mêmes que je fais depuis 5 ans, parce que le constat est le même. Alors que sur d'autres,
on sent que ça évolue. Je suis d'accord avec toi, ça évolue très lentement, mais ça évolue, quoi. Et à l'époque, en fait, on avait, de mémoire, 3 ou 4 youtubeurs qui étaient intéressés pour rejoindre l'aventure. Mais quand j'avais commencé à en parler, donc à l'époque, on avait un groupe Facebook privé qui était réservé aux médias ludiques, dans lequel on échangeait sur nos problématiques, des questions qu'on pouvait se poser. Moi, je faisais souvent le relais, par exemple, j'avais pas mal de demandes d'éditeurs qui me proposaient des boîtes de jeux. Et moi, comme vous le savez, je refusais systématiquement. Mais par contre, à chaque fois, l'éditeur, je disais, ben moi, je fais pas ça. Mais si vous voulez, j'ai un groupe avec plein de youtubeurs, et si vous voulez, je peux leur proposer faire le lien, quoi. Et du coup, je faisais le relais. Et c'était assez marrant parce que du coup, bah, je voyais qui produisait une vidéo ou pas. Alors que, voilà quoi. Puisque j'étais un intermédiaire à cette époque-là. Et donc, quand j'avais parlé de ce projet-là à l'époque, je me souviens de 2 youtubeurs en particulier, de gros youtubeurs, euh, qui tout de suite étaient montés sur leurs grands chevaux en disant, dont un avait carrément dit, je ne veux surtout pas que mon nom soit associé à ça. Euh, et ce qui revenait pour ces 2 youtubeurs, en fait, la peur qu'ils avaient, c'était que l'association vienne s'occuper de leur boîte gratuite, en fait, puisqu'ils avaient un business là-dessus. Et quand je dis business, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y en a les deux d'ailleurs, ne font des vidéos que sur les éditeurs qui leur envoient des boîtes gratuites. Ils fonctionnent que pour ça. Et donc, ils avaient peur de ça, en fait, que l'association devienne un intermédiaire de boîtes gratuites ou je ne sais quoi. Hey, salut, monsieur Blu! Hello, hello! Alors qu'en réalité, il n'y a aucun. Enfin, l'association, à l'époque, et je pense la nouvelle version aussi, il n'y a aucun. Enfin, l'idée de faire intermédiaire ou quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt et ça n'est pas le propos, quoi. Par contre, uniformiser euh, des pratiques liées aux boîtes gratuites, etc., que moi, quand je dis boîte gratuite, c'est exprès, hein. Moi, je parle toujours de... D'ailleurs, quand j'étais au passe-temps, par exemple, je n'ai jamais parlé de boîte gratuite avec des éditeurs. Je ne parlais que d'envoi de presse, hein, puisque je considérais que ça rentre pas... euh, il faut savoir qu'un envoi de presse, ça se met en comptabilité, puisque tu es obligé, hein, quand tu as une entreprise, c'est pas un cadeau personnel, hein. Si c'est un cadeau personnel, c'est de la rémunération. On est sur autre chose. Euh, et c'est là où tout se joue, hein, dans l'illégalité, voire le flou artistique du secteur. Mais à partir du moment où c'est un envoi de presse, ça rentre pas dans la même catégorie quand tu le registres dans ta comptabilité. Ça veut dire autre chose, quoi. Et notamment, moi au passant, par exemple, c'était mon boulot de dire, voilà, moi je suis un média, je suis YouTube. Moi, j'étais pas embauché, j'ai jamais travaillé pour la boutique ou quoi, j'étais embauché pour la partie YouTube. Donc mon boulot à moi, quand un éditeur te dit, bah ouais, tiens, je te rajoute une boîte de démo, ça compte comme un envoi presse, bah non, moi ça compte pas comme un envoi presse. Ça, c'est la partie boutique. Si tu achètes X boîtes et que tu en envoies des offertes, c'est OK. Mais pour moi, c'est pas la même chose qu'un envoi presse, qui est un jeu auquel on va jouer et qu'on va déterminer si on va faire une vidéo ou pas, quoi. Euh, je vais vous suivre. Ah, je vais changer d'endroit parce que je vois pas tout le chat. Pour ma part, pendant des années, j'ai fait des articles contre des boîtes, mais uniquement les boîtes que je demandais aux éditeurs. Et si le jeu ne me plaisait pas, je n'étais pas obligé d'en parler. Donc ça veut dire que si le jeu te plaisait, tu étais obligé d'en parler. Je, je troll. Depuis, j'ai professionnalisé, c'est devenu mon métier. Du coup, le jeu de société n'est plus un hobby, un loisir, mais associé de contraintes. Je pense que nombreux seront ceux qui voudront garder les jeux de société comme étant un passe-temps et non une source d'obligation. Rien n'est jamais gratuit. Une boîte contre un article, c'est une collaboration nécessitant un accord entre les deux parties. Tout à fait. Et d'ailleurs, hein, j'ai déjà expliqué, mais je peux le redire, hein, moi, de ce que je sais de la loi, puisque j'étais obligé de me renseigner, puisque bah, d'abord, en tant que youtubeur, j'ai un peu baissé ça, comme j'ai l'impression que c'est un peu haut. Excusez-moi, je fais mes réglages en live, hein, comme d'hab. Euh, c'est peut-être maintenant trop bas, non? En fait, je m'avache. Comme j'ai déjà dit, moi, de ce que je sais, c'est que typiquement, il y a deux distinctions à voir. Il y a, à partir du moment où tu as une collaboration,
un contrat. Et le contrat, il n'est pas obligé d'être rédigé et d'avoir signé un contrat, hein. Il suffit d'un mail, il suffit d'une discussion. Ça valide comme étant un contrat. C'est-à-dire, je t'envoie quelque chose, genre une boîte, et en échange, tu fais une vidéo. C'est un contrat. Euh, donc, en tout cas, ça marche comme ça. La distinction de la publicité, ce qu'on a le droit ou pas, en gros, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, qu'on me l'a expliqué, qu'un avocat me l'avait expliqué. Si tu fais, t'as un contrat et tu dois parler d'un jeu, à ce moment-là, c'est une communication commerciale. Tu dois le préciser aussi bien dans ta vidéo. Et quand je dis préciser, c'est préciser. C'est-à-dire que la loi, elle est très claire là-dessus. Il suffit d'aller regarder. Tu ne dois pas mettre dans la description. Ce n'est pas là. En fait, l'info, elle doit être clairement identifiée par les gens qui te regardent. Donc, ils ne doivent pas aller chercher l'info pour savoir si c'est une communication commerciale. Communication commerciale, souvent, on entend faire de la pub, faire la promotion de... Ouais, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, à partir du moment où tu as envoyé une boîte en échange d'eux, c'est une communication commerciale, quoi. Et donc, ça doit pas être dans la description de la vidéo comme seule source d'info. Ça doit y être comme information, mais ça doit être clairement identifié. Il faut que les gens qui te regardent, ils sachent que... Et pour YouTube, on met en plus on met en plus comment on appelle, on coche la case, et normalement, ça affiche en haut de ton écran cette vidéo contient une communication commerciale, mais le mieux, ça reste quand même de l'afficher clairement, normalement, sur un texte à l'écran. Ça, c'est le mieux. Sur YouTube, pareil, il y a des choses. Sur, euh, sur Twitch, par exemple, tu dois mettre, puisque j'ai fait 2 opérations commerciales, puisque qui ont été des échecs cuisants, puisque j'ai pas gagné d'argent, mais du coup, comme j'ai dit, hein, moi, je teste tout. Et donc, en fait, la pratique, c'est que tu dois mettre dans ta description, sous ta vidéo, tu dois mettre hashtag ad, hashtag sponsor. Voilà. Et ça, en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu du coup tous les documents pour faire mes campagnes de partenariat. Et tout est bien expliqué, détaillé. Enfin, c'est vraiment... je suis tombé d'un monde, tu sais, des médias, des éditeurs de jeux qui te, à l'arrache, tu sais, tu reçois un mail en disant «Hey, j'aime ce que tu fais, mais j'ai jamais regardé ton boulot. Mais tiens, je t'envoie une boîte», à quelqu'un qui te dit «Bah voilà, tu dois parler pendant tant d'heures de ma marque, tu dois dire ça, ça, ça. Ça, tu as le droit de dire. Là, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux même dire du mal, on s'en fout. Là, c'est tel truc. Enfin, tout le truc est détaillé, machin. T'as un vrai, euh, t'as un vrai boulot, quoi. Donc, la règle, c'est ça. C'est tu dois afficher clairement. Pareil sur Instagram, je crois que tu dois l'afficher sur la photo, il me semble. La seule mention en hashtag n'est pas suffisante, il me semble, hein. Insta, je suis un peu moins sûr, quoi. Mais pareil, sur Instagram, tu as une petit truc à cocher qui va indiquer que c'est une communication commerciale, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Là, la règle est simple, elle est facile à comprendre. Euh, la règle numéro 2, et c'est là où on rentre dans un autre sujet. Quand je fais un live, alors là, c'est pas le cas, mais imaginons, on rebascule, et je vais vous montrer quelque chose. Là, je suis en train de vous montrer, par exemple, le puzzle. Donc le puzzle de chez Ravensburger sur Pokémon, que j'ai presque fini. Euh, Vu que je n'ai pas de contrat et de partenariat avec Ravensburger, j'ai le droit d'en parler en fait. C'est considéré comme de la pub, c'est pas considéré comme de la pub cachée. C'est, je sais plus le terme, ça porte un nom dont j'ai oublié le terme, mais c'est considéré comme tu as le droit en fait. De la même manière que je peux parler d'un livre, je peux parler d'un film sans être en contrat et donc j'ai le droit d'en parler en fait, de donner un avis, etc. Autre chose, si je bascule, je vais peut-être le basculer comme ça. Si je fais ça par exemple et que je tourne la caméra, imaginons que ça ce soit mon fond derrière mon derrière moi. Là il y a Veil Live, donc bon on le voit pas très bien, j'ai pas cadré, mais c'est pour donner l'idée. Si derrière moi dans mon fond il y a des jeux de société, c'est considéré comme de la pub cachée.
c'est toléré à partir du moment où je ne suis pas en contrat avec une des boîtes, un des éditeurs des boîtes qui sont derrière moi. À l'inverse, si je suis en contrat avec, je dis une connerie, imaginons j'ai un jeu Asmodée dans ma ludothèque derrière moi, qu'on voit bien à l'écran, et que je suis en contrat en partenariat euh, avec Asmodée, dans ce cas-là, si je ne précise pas que, même si je parle d'un autre jeu à ce moment-là, hein, là on est vraiment dans le cadre où je parle d'autre chose, mais dans le fond, on voit qu'il y a on voit qu'il y a le jeu Asmodée, et je suis contractuellement avec eux en partenariat, pour d'autres sujets par exemple. Eh ben, je dois mentionner en théorie, et je dis bien en théorie, euh, que c'est une communication commerciale en fait. Sinon, c'est considéré comme de la pub cachée. Et on sait que beaucoup de marques jouent là-dessus. Et là, on n'est pas dans le secteur ludique, mais j'avais déjà expliqué l'histoire de Red Bull qui fait ça. Red Bull envoie des caisses de boissons. Rachouchou va être contente. Euh, Red Bull envoie des caisses de boissons à des personnalités influentes ou à des sportifs, notamment dans l'e-sport. Il n'y a aucun contrat. C'est juste, je t'envoie des échantillons, je t'envoie une boîte parce que je t'aime bien, voilà. Donc on peut remplacer ça par une boîte de jeu. Je t'envoie une boîte de jeu parce que, écoute, j'aime bien ton boulot. Donc c'est un cadeau. Mais derrière, Red Bull attend une chose, c'est qu'en fait, tu boives de la Red Bull pendant ton live, pendant l'e-sport, où tu es beaucoup regardé. C'est pas du placement de produit, puisque tu n'es pas en contrat avec Red Bull, puisque c'est un cadeau qu'ils t'ont fait comme ça, quoi. Et donc là, on est sur un flou artistique qui passe encore, puisqu'en réalité, c'est un vrai placement de produit. Mais comme il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de demande, etc., ça tombe pas sous le coup de la loi. Et donc pour l'instant, je sais que euh, il y a des juristes qui travaillent là-dessus en France pour faire évoluer la loi. Notamment, c'est comment elle s'appelle la fusion Adopi CSA là, je sais plus comment ça s'appelle. Normalement, c'est un de leurs sujets qui va être d'uniformiser, d'harmoniser la pratique de la publicité cachée euh, sur, euh, sur le net et sur tous les médias en fait. Puisque nous, il y a des choses où on sait. Voilà l'ARCOM, merci Monsieur Blue. Et merci pour le follow. Rachouchou est devenu millionnaire avec ça. Sur chaque vidéo du passe-temps, il y a une canette qui traîne. Bah ouais, en fait, c'est eux qui ont fait, qui grâce à toi, tu vois, toi, t'es associé à ça. Donc, t'es, entre guillemets, ambassadrice involontaire de cette marque. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui te regardent et qui peut-être ne connaissaient pas cette marque ou s'en foutent royalement. Et tout à coup, tac, quand ils te voient ou régulièrement, ils y ont pensé. Et donc là, si c'était, là, ils l'ont pas fait, hein, c'est toi qui l'as acheté la canette. Mais toi, si c'était un communicant de chez Red Bull qui s'était dit, tiens, je vais envoyer un carton chez le passe-temps et que toi, tu te mettes à en boire comme ça en vidéo, bah eux, ils ont tout bénef, quoi, en fait. Mais en théorie, et là, je suis toujours sur la théorie, c'est de la publicité cachée. Puisqu'on fait la promotion d'une canette Red Bull. euh, donc voilà. Et donc tout ça pour dire, il y a de quoi uniformiser les pratiques pour savoir c'est quoi les règles, etc. Dans la boîte nous dit en Belgique, on n'a pas les mêmes obligations de mention qu'en France, euh, etc. Mais ouais, ouais, mais justement, très bien, très bonne, très pertinent. Je note la nationalité pour les obligations légales. Effectivement, c'est un point à aborder. Perso, je poste plus beaucoup, mais quand je le fais, je ne mentionne pas puisque j'ai reçu la boîte dans le cadre d'un contrat photo. Si je veux en parler, ça n'entre en aucun cas dans une collaboration, mais dans une volonté simple. Bah en fait, pour autant qu'il y ait un contrat sur le fait de mettre en avant la dite boîte. Si cette boîte a été reçue et que le contrat a été réalisé par ailleurs et n'est plus en cours, cela ne pose plus de soucis. Bah moi, je suis pas sûr de ça. En tout cas, en France,
Pour moi, c'est plus carré que ça. Mais après, comme toujours, euh, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va être poursuivi ou autre? Bah, tu vois, à moins d'être dénoncé. Robin, ferme tes yeux. Ah non, ouvre tes yeux, ferme tes oreilles. Mais je pense pas que ça risque grand-chose parce qu'on est trop petit, etc., quoi. Voilà, Monsieur Blue a raison. Si Rachou ne bosse plus au passe-temps, c'est pour, c'est pour, c'est pour compter le pognon Red Bull. Mais oui. Eh, merci, Monsieur Blue, pour l'abonnement Prime. Donc voilà, donc cette association, bah, je pense qu'elle a plusieurs vertus. Donc là, on a vu sur le... Eh, salut Jérémy. Donc là, on a vu déjà les aspects, bah, apprendre des choses. Je pense qu'un autre aspect qui sera pour du coup, pour ceux qui consomment les médias ludiques, qui peut être une uniformisation aussi, pourquoi pas, euh, au niveau des bonnes pratiques, dans le sens où, bah, si tu es adhérent de l'association, je sais que tu as des obligations, ou en tout cas tu as une charte, admettons, qui serait mis en place. Et donc, si tu es adhérent, ça veut dire que tu adhères à cette charte. Et donc, je sais exactement définir que, OK, toi, en tant que média qui appartient à cette association, tu, euh, tu vas préciser si tu reçois une boîte. Tu vas juste dire, bah, OK, cet avis est donné par une boîte reçue par un exemplaire presse. Si tu es... euh, En tout cas, il y aura plus de transparence. Il y aura plus... voilà, je pense que cette charte, déjà, elle va amener plus de clarté dans le paysage, le PAF, non? Le PAL, le paysage audiovisuel ludique. Euh, voilà, tu as plus de clarté de dire, OK, lui il est estampillé, donc lui, c'est clair, je peux faire confiance. Lui, il n'est pas estampillé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire confiance. Ça veut dire qu'il faudra être un peu plus tatillon, vérifier que tout va bien, etc. Donc je pense que ça peut être bien pour tous les gens qui regardent. Euh, et ensuite, la troisième chose, c'est de pouvoir négocier, de peser dans les décisions qui sont prises par tout le secteur, ou de négocier des choses, comme par exemple pour les festivals, tu vois, de pouvoir militer et de mettre en place une pratique qui n'est quasiment pas mise en place, qui est toujours difficilement prise en compte, qui est d'avoir un espace, par exemple, un espace réservé à la presse. Autant au niveau badge, tout ça, franchement là-dessus, j'ai rien à redire. Que ce soit Cannes, que ce soit PEL, Vichy, tout ça. C'est assez simple, c'est pas très compliqué ou pas très chiant, voilà, pour avoir des badges pro. Donc ça là-dessus, franchement, ça va. Par contre, au niveau un espace presse, un endroit exprès qui permettra de... Ah, j'ai Ludo qui m'envoie des messages pour ça. Euh, Tu vois, qui permet d'avoir un endroit où tu as du bon son, Internet, pourquoi pas, de réfléchir à des événements pour pouvoir faire des interviews dans de bonnes conditions, etc., etc. Mutualiser le matériel, éventuellement un bureau à Cannes ou des choses comme ça. Ça peut être, euh, Ça peut être quelque chose de... Bah, si tu es tout seul, tu as 20 youtubeurs ou 20 médias différents. Je dis toujours youtubeur, hein, c'est des formations professionnelles, mais tu as 20 médias différents bah, qui vont faire 20 fois la même demande, mais qui pèsent que pour un. Alors que si tu as une seule demande pour 20 médias différents, avec des problématiques différentes, tu vois, quelqu'un qui fait de la vidéo, il n'a pas les mêmes problématiques que quelqu'un qui fait du live, par exemple, ou que quelqu'un qui fait que de l'écrit. Donc, bah, tout ça, ça permet d'uniformiser la demande et de peser un poids parce que, bah, tu vois, si tu négocies que, j'ai toujours dit ça, hein, c'est mon exemple et il est peut-être pas bon, mais imaginons que tu mets toujours dans tes articles ou dans tes photos ou dans tes vidéos le logo du festival où tu es, etc. Bah, imagine, c'est multiplié par X qui vont profiter de ça. Et toi, en termes de communication, en fait, tu n'as que dépensé
un espace que tu as mis à disposition pour ces personnes-là. Donc au final, c'est plus win-win qu'autre chose, quoi. Ça permet aussi d'avoir des référents avec qui discuter. Si tu discutes avec un référent dans l'association qui représente X médias, bah, c'est largement moins chronophage, plus rapide et efficace que si tu dois discuter X fois avec X médias différents qui n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes envies. Tu vois, nous, typiquement, à Vichy, l'année dernière, avec le passe-temps, bah, on avait prévu de faire des vidéos. Bon, après, c'était top, hein, le mec était super cool, mais c'était un peu la croix et la bannière pour obtenir une salle. C'est-à-dire que une heure avant de tourner, on ne savait pas quelle salle on aurait, ça changeait. Toi, quand tu dois faire venir, c'est là où on faisait le tournage, par exemple, pour avec les autres boutiques. Bah, tu vois, moi, je devais leur envoyer des SMS pour dire, bon, bah voilà, le tournage, c'est à telle heure, à tel endroit. Bah, tu vois, quand une heure avant, tout change, tu dois refaire les trucs. Enfin, bon, bref. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et ça peut que peser. Et dernièrement, c'est pesé dans les discussions du secteur, notamment sur les pratiques des uns et des autres, qui parfois peuvent entrer en porte-à-faux. Moi, je prends toujours cet exemple des fameux communiqués de presse ou tu peux avoir accès, tu vois, aux éléments visuels des jeux quand tu discutes un peu avec certains éditeurs ou quoi. Mais toi, ils savent pas trop quoi te fournir. Des fois, les formats sont dégueulasses. Euh, donc, ça te fait du pixel art à l'écran. Enfin, tu vois, il n'y a pas une uniformisation là-dessus sur les pratiques des uns et des autres. Soit parce qu'ils s'en foutent, soit ou quoi. Des fois, pour trouver une cover en 3D propre d'une boîte de jeu, tu vois, pour faire de l'illustration, tout simplement, bah, tu sais pas quoi. Tu sais pas où la trouver et tu peux pas passer ta vie à les réclamer à un tel. Est-ce que tu peux avoir des visuels? Pareil pour faire des lives, tu vois, si le gars il est OK pour que tu fasses des lives et que il te permet d'utiliser, tu vois, les assets, par exemple, ou certains visuels comme des cartes ou quoi. Tu vois, quand on a fait les lives de Escape Tales, où j'ai fait des lives de Unmatched, bah franchement, si j'avais à l'avance les assets, des cartes, etc., bien rangés, bah moi en live, tu vois, je te fais des trucs super jolis. Mieux qu'une caméra plongeante, t'es là. Nous, on faisait des photos avec le smartphone qu'on envoyait sur Facebook et je refaisais un découpage en live à l'arrache. Enfin, tu vois, bon. Donc je pense qu'il y a, tu vois, il y a des trucs, des discussions, et c'est pas de la mauvaise volonté ou quoi, c'est parfois, ils y pensent pas, ils ont pas le temps, pas l'envie, etc. Donc je pense qu'il y a moyen d'arriver à quelque chose, quoi. Ça peut être aussi lever des fonds, ça peut être... enfin, moi, je pense qu'il y a énormément de choses, et que plus on est nombreux et fédérés, et plus on a de poids, et plus... bon, plus ok, ça va amener des gens à plus discuter, mais moi, ça me va, en fait, de discuter les uns les autres, parce qu'on n'a pas tous la même vision, et je dis pas que ma vision perso, de ce que doit être un média ludique, est la bonne, et c'est celle qu'il faut suivre, quoi. Moi, je préfère que ça soit une discussion collective, et qu'on trouve bah, ce qui est mieux pour tout le monde, quoi. Dans la boîte nous dit, je vais faire l'avocat du diable, mais je pense sincèrement qu'un avis est toujours biaisé, soit par le fait d'avoir reçu une boîte, par l'éditeur ou par un proche, des personnes avec qui tu joues, de quand tu as sorti la boîte, ton état d'esprit, etc. Mais du coup, si tu veux avoir un avis 100% objectif, pour autant que ça puisse l'être, faut-il mentionner toutes ces infos? Alors déjà, moi, je ne sais pas ce que c'est un avis 100% objectif, ça n'existe pas. Pour moi, j'ai toujours dit, hein, une critique de jeu, c'est un avis, il y a du subjectif et il y a de l'objectif. Pour moi, dans un jeu, il y a ce qu'on appelle une mécanique de jeu, il y a de la technicité, c'est pas rien, il y a des éléments factuels, notamment au niveau du matériel, de l'écriture des règles, je disais de la mécanique. Donc ça, pour moi, tu vois, ça peut être objectif, c'est-à-dire c'est réussi, c'est raté, bah c'est simple, quoi. Euh, tu vois, typiquement, bug dans Escape Tales 3, c'est raté. Tu vois, il y a pas... Là, c'est factuel, c'est objectif. Et après, il y a le subjectif. Et ça, pour moi, c'est l'élément aussi important dans toute critique, euh, qu'elle soit colorée positivement ou négativement. Peu importe, c'est toi qui... tu es l'élément essentiel d'un jeu. En fait, on oublie souvent, mais l'élément le plus essentiel dans un jeu,
Alors, il y a trois éléments dans un jeu. Il y a la règle de jeu, il y a le matériel de jeu et il y a les joueurs. Si tu enlèves les joueurs, tu n'as pas de jeu. Là où si tu enlèves les spectateurs d'un film, le film existe et peut continuer à se jouer. Une musique sans spectateur, elle peut être jouée. Euh, Elle peut être diffusée, quoi. À l'inverse, si t'as pas de joueurs, ton jeu, il ne fonctionne pas, il n'existe pas. Donc l'élément le plus important, c'est les joueurs. Et évidemment que ça va entrer en compte. Et je pense que c'est toujours important. Moi, dans mes débriefs, par exemple, à l'époque, j'ai toujours précisé les conditions dans lesquelles j'ai joué, le nombre de parties, souvent je le dis. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit retour critique sur Totem X. J'ai fait une partie en live, puis j'ai fait un avis. J'étais à 4 parties, j'ai fait du mode solo, du mode à 2. Voilà, je donne les éléments factuels. Pour moi, c'est très important le contexte. Évidemment que jouer dans un festival avec du bruit sur un jeu qui te demande de la concentration, ce n'est pas la même chose que d'y jouer avec tes potes autour d'une table, des gens habitués aux règles, qui vont tout assimiler rapidement, qui vont rendre les tours fluides, etc. Mais pour moi, ça reste plutôt du travail de euh, pour moi, ça, c'est ta méthodologie de travail. Et ça, c'est aux gens qui te regardent ou qui te lisent de déterminer si pour eux, c'est pertinent ou pas ta méthode de travail. Moi, quand je vois ce qui sort, et je l'ai montré l'autre jour, sans faire exprès, en live, j'ai critiqué un collègue, un confrère. Euh, voilà, tu vois, pour moi, je sais que 95% de la production média ludique, je la jette à la poubelle parce que c'est naze. Pour moi, c'est-à-dire c'est pas ce que j'en attends, c'est pas ce que j'en veux, etc. quoi. Mais pour d'autres, tu vois, peut-être ça leur suffit et puis si ça marche, tant mieux quoi. À l'inverse, recevoir une boîte, toi tu parles d'avoir un avis biaisé. En fait, pour moi, l'avis il est toujours biaisé. Que tu reçoives une boîte, que tu l'achètes, on sait qu'il y a des effets sur les achats. Tu sais, tu as le côté, je sais plus comment ça s'appelle, où ton cerveau, il veut pas que tu te trompes. Et donc, t'achètes une merde et tu vas quand même te convaincre que non, elle est pas si mal que ça, etc. Tu vois ça souvent dans les soirées jeux. Euh, Toi, tu joues un jeu, tu sais que c'est naze. Le mec qui l'a acheté, il sait que c'est naze, mais il va quand même te dire, ah, c'est pas si mal. Parce qu'en fait, il l'a acheté, quoi. Tu vois, je sais plus, ça porte un effet psychologique, quoi. Donc pour moi, tout ça, c'est biaisé que tu joues. Moi, tous les débriefs que j'ai faits, je les ai faits avec des boîtes que je n'achetais pas. C'était soit Ludovic Chatillon qui les récupérait grâce à... enfin, beaucoup de jeux, c'était grâce à lui dans une association. J'ai la chance d'être entouré de joueurs compulsifs et acheteurs passionnés, ou l'inverse, mettez dans le sens que vous voulez. Et donc j'avais accès à plein de jeux. J'allais en festival, beaucoup de festivals. J'avais accès à des jeux. Moi, la seule ligne éditoriale que j'ai toujours eue et que j'ai toujours maintenue, euh, en tout cas à l'époque hein, où j'étais youtubeur, c'était de parler que des jeux auxquels d'autres peuvent jouer. Voilà. J'ai toujours refusé d'être, je dis à l'époque, hein, c'est plus le cas maintenant. Envoyez-moi des boîtes, vous allez voir. Euh, Donc pour moi, tous les jeux auxquels j'ai joué et que j'ai parlé, c'était des jeux qu'on pouvait jouer en festival ou qui étaient accessibles librement à la ludothèque de Châtillon, etc. quoi. Je me suis toujours... ou des jeux qu'on pouvait acheter, se procurer. J'aimais pas l'idée de fournir un contenu exclusif en disant «Hey, moi j'ai joué à ça, je suis le seul à y avoir joué». J'aime pas trop ça, quoi. Maintenant, j'hésite plus, hein, j'ai vieilli, etc. Excuse-moi, je rattrape, je suis loin. Hein. Je garde espoir que les gens continuent d'entretenir leur esprit critique et qu'ils se posent eux-mêmes les bonnes questions et se fassent leur propre avis. Bah oui, oui. Mais on aimerait tout ça, mais ceux qui sont éduqués à ça et qui ont cette habitude de questionner ce qu'ils lisent, d'aller voir les sources, etc. Moi, j'ai grandi avec Arrêt sur Image et je suis toujours abonné. Ça fait maintenant, donc ça fait 20 ans ou 30 ans que je suis Daniel Schneiderman. Et voilà, donc j'ai eu cette habitude d'aller me renseigner, de savoir décrypter un peu les choses, etc. Mais, euh, mais oui, on espère tous que les gens fassent ça, mais on le voit bien. On le voit au nombre de vues sur plein de médias ludiques euh, qui continuent à perdurer, que en fait, c'est pas ça qui compte. Moi, quand je vois certains qui continuent à avoir pignon sur rue, à être cités régulièrement, et que je sais leur méthodologie de travail qui est dégueulasse, bah ouais, je me dis, ok, l'esprit critique, en fait, il est bon. Il y a l'effet de halo hein, qui compte. Hein. C'est-à-dire,
Bah, bon, le gars, il dit des trucs, il a l'air intelligent, ça me plaît ce qu'il dit, donc je vais pas trop, je vais être moins regardant sur lui que sur d'autres ou que j'aime moins. Et là, tout à coup, je vais pointer les choses qui ne vont pas, quoi. Euh, mais bon, ça, je pense que c'est un biais cognitif de tout le monde, quoi. Dans la boîte nous dit, ok, mais quel est l'intérêt réel pour les médias? S'ils ne gardent pas la boîte, ça veut dire qu'ils vont bosser pendant des heures juste pour avoir fait quelques parties. C'est la mort assurée des médias sur le moyen terme. Le temps reste de l'argent, il faut pas se cacher le fait que quand tu mets 4 heures sur un poste juste pour le plaisir de donner ton avis, tu finis avec le frigo vide et une grosse démotivation. Ah ben ça, c'est un point essentiel du secteur ludique, mais de la presse en général. On le voit avec l'affaire Canard PC, hein. Dernièrement, Canard PC, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Euh, Attends, on va faire... je vais aller voir Canard PC. Euh, En fait, là, c'est le problème, c'est la rémunération. Tu vois, les boîtes, la dernière fois, on avait fait un calcul. Bah, c'était avec Ludovic Chatillon, je crois, sur le live. On avait fait un calcul sur l'année. Ça représentait environ 3 500 € en termes de boîtes de jeux reçues, de budget, quoi. Donc, c'est quand même, c'est pas une énorme rémunération, mais pour quelqu'un qui consomme du jeu de société, bah, tu as économisé 3 500 boules sur l'année, voire même tu les as revendus sur Ocaseo quasiment à prix coûtant, puisqu'on sait que le jeu de société est un objet de luxe aujourd'hui, qu'il ne perd pas en valeur même quand la boîte est ouverte. Donc, je cherche en même temps, excusez-moi, hein. Euh, on est quand même sur une forme de rémunération. C'est clair que ça ne va pas. Et c'est, tu vois, l'association, elle peut aller dans ce sens. C'est-à-dire faire prendre conscience que... je vais donner une anecdote, tiens. Je vais pas dire qui, je vais pas balancer. Mais quand j'étais au passe-temps, parmi les choses que je négociais dans les tarifs, il y avait les posts Instagram. Donc je vendais le travail formidable de Rachouchou euh, pour des posts. Et régulièrement, je vais peut-être changer le visuel du live. I'm alive. Et régulièrement, donc j'allais voir les éditeurs ou quoi et leur dire, ben voilà, euh, le jeu sort telle date, est-ce que vous voulez qu'on fasse un post Instagram? Puisque de toute façon, Rachel les faisait, hein. En fait, l'idée, c'est que c'était d'avoir aucune influence sur le travail de Rachel. Moi, mon idée, c'est de dire, elle fait déjà un travail. Euh, Son travail, c'est la boutique. Mais en plus, elle fait ce travail sur les réseaux sociaux. Comment on fait en sorte qu'il soit, entre guillemets, rémunéré? Puisque, en fait, bah, elle est payée quand elle fait ça. Tu vois, c'est pas un truc qu'elle fait sur son temps libre. C'est son boulot du passe-temps qui est aussi de faire ça. Même si c'est très certainement un plaisir pour elle, mais ça, je ne le sais pas. Mais je le pense. Donc voilà, eh ben, j'ai donc contacté des éditeurs et je pourrais retrouver le message et vous le montrer. Euh, Dans le message, la personne m'a répondu, ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, on a déjà nos Instagrammeurs qui le font gratuitement. Voilà, texto, hein. Et tant mieux moi je préfère l'honnêteté, hein, de toute façon. Mais voilà, donc le problème d'Instagram par exemple, c'est que les gens sont payés en boîte gratuite, acceptent ça, et que du coup, un travail comme Rachel, ce qu'elle fait, tu vois, c'est pas n'importe qui lambda.com qui te sort une photo à 2 balles avec en dessous trois lignes pour dire hey, c'est top, c'est une pépite, que dis-je, une péninsule. Voilà, tu vois. Eh ben, pour les éditeurs, par exemple, ce travail n'a pas de valeur puisqu'en fait, ils l'ont ailleurs gratuitement. Ce qui, pour moi, n'a pas de sens. Ce qui montre clairement un problème de gestion de la communication. Mais je comprends le truc. Donc oui, un des problèmes du secteur, c'est, et là, la presse en général, hein, c'est évidemment la rémunération. Comment on fait pour rémunérer les médias? Moi, j'ai ma petite idée qui ne plaît pas à tout le monde. J'ai déjà fait l'analyse, par exemple, de dire, euh, c'est toujours bien et pas bien, hein, de faire l'analyse après coup, c'est-à-dire des années après, et de dire où est-ce que c'est planté machin ou truc. Parce que tu as tous les éléments, en fait. Quand ils prennent les décisions, tu ne peux pas le savoir, mais à la fin, tu peux.
Euh, mais typiquement, j'aime bien prendre l'exemple de comment ça s'appelle, de Ludovox, parce que pour moi, il est très parlant, sachant que c'est une analyse en ne prenant pas en compte leurs envies, leurs intentions. C'est-à-dire que c'est une analyse de c'est moi qui réfléchis après. Donc c'est pas une analyse pour dire ah ils ont mal fait ou quoi. C'est ce que moi j'aurais fait, mais comme je pourrais le dire sur Trick Track sur certaines choses. Par exemple, je peux dire sur Trick Track, si ça avait été moi, j'aurais fait un marketplace au lieu de faire une boutique de jeux comme ils ont fait à l'époque, qui a été un four monumental. À cette époque-là, moi je pense que s'ils avaient fait un marketplace, qui était quelque chose qui explosait à tous les niveaux partout dans le monde, aujourd'hui ce serait une boîte, voilà, il y aurait du pognon, hein. Mais c'est une autre décision qu'ils ont prise. Mais pour Ludovox, je pense que leur positionnement en demi-teinte dès le début, plutôt que de se positionner en disant nous on est un média sur le fond par rapport à Trick Track, puisque forcément c'était les deux médias qui existaient, donc il fallait se positionner par rapport à Trick Track, ils auraient dû dès le début, ou assez vite en tout cas, plutôt que de proposer des Tipeee, des conneries comme ça, faire comme Gamecult ou comme d'autres, ou comme Arrêt sur Image ou quoi, ou Mediapart, du contenu payant, tout simplement, et dire ben voilà, le travail de fond, parce qu'ils font un travail de fond, Ludovox. Ils ont une partie YouTube qui est cracra, qui est là qui pour moi envoie des mauvais messages, mais qui est là pour financer le site. Mais en termes d'articles, ils font, surtout les éditos, ils font du bon boulot, quoi. Donc moi, pour moi, leur doctrine aurait dû être dès le début de dire, ben voilà, le bon boulot, ça se paye, c'est temps, les articles sont temps, quitte à les mettre en libre accès un mois après ou j'en sais rien. Voilà. Donc je pense qu'il y a des moyens de financer les médias. Évidemment que tout le monde ne peut pas être financé. Évidemment que pour l'instant, les médias sont les indispensables du secteur et sont la dernière roue du carrosse quasiment. On l'a vu dernièrement, ils ne sont pas invités dans les réunions euh, parce qu'ils ne sont pas fédérés aussi, il ne faut pas se mentir. Mais ce sont la dernière rue euh, du carrosse. Donc je pense qu'il y a moyen de faire du financement, il y a moyen de trouver des solutions correctes. Ça ne veut pas dire que c'est jouable, que ça sort de l'argent suffisamment pour... il suffit de regarder, hein, il y a des éditeurs qui sont encore au jour d'aujourd'hui seuls, seuls, ou des fois ils sont 2,5, 3,5 à tout casser. Euh, voilà, parce que malgré des succès de vente, hein, parce que bah, des salaires ça coûte cher, etc. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, pour beaucoup, être un média ludique, c'est plus une passion, c'est plus un truc en plus qu'un métier, que l'activité principale, etc., quoi. Alors, pardon, hein, on est très loin, je dois avoir une demi-heure de retard, hein. Les éditeurs font de plus en plus d'efforts sur le fait d'avoir des contenus à proposer. En 2 ans, je vois vraiment la différence. Bah oui, oui, mais clairement. Bah, tu vois, quand j'ai été chez Blue Cocar, par exemple, c'était une de mes demandes de faire ça. Mais après, bon, j'avais pas les capacités, les compétences pour le faire. Mais c'était une demande, oui, de vraiment de dire, mais il faut... mais toi, il faut que ce soit pour beaucoup de films ou quoi, quand tu vas sur les sites pour les films, ou même pour des livres, pour les romans ou quoi, sur le site de l'éditeur, tu as souvent le côté presse, tu vois, c'est prévu. Tu vas, tu as des éléments de langage, tu as des visuels déjà prévus, tu as plein de choses. En fait, tu as tout qui est prévu dans des bons formats. Tu vois, aujourd'hui, on diffuse, on fait pour beaucoup de la 2K, voire de la 4K. Bah, tu vois, ça veut dire que quand tu sors une vidéo en 4K, il ne te faut pas une photo en 380p, quoi. Il y a des fois, tu fais, mais putain, mais c'est ça vos vidéos. Mais je comprends que c'est compliqué pour eux, etc. Donc, euh, donc ça peut être bien. Euh, mais alors, alors, du coup, il y a des rollbacks dans les discussions. Mais alors, si de toute façon biaisé, si tout est de toute façon biaisé, pourquoi se prendre autant la tête sur les collaborations entre créateurs de contenu et éditeurs? Euh, Pourquoi tant de problématiques? Bah déjà, il y a comme j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, j'ai expliqué qu'il y a une crise de la confiance.
voilà pourquoi on se prend autant la tête, c'est que les gens qui nous regardent, les gens qui consomment, et je me mets dedans, je consomme aussi parfois, alors moins les médias jeux de société, j'avoue que c'est assez naze, donc j'y vais pas trop, mais je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres médias. Comme j'ai dit, hein, je suis un journaliste frustré, donc j'adore lire des articles, voir des vidéos journalistiques ou quoi. Il y a une crise de la confiance. Donc c'est pour ça qu'en fait, toutes ces collaborations, tout ce manque de transparence parfois, ou ces maladresses, je dis pas qu'il y a de la malveillance, hein, 95%, 99% ne sont pas malveillants. Euh, je pense qu'on a dépassé aussi le stade. Il y a une époque où les gens se cachaient derrière leurs petits doigts en disant «Eh, on va surtout pas dire qu'on reçoit des boîtes, machin». Tu vois, c'était mal vu. Je pense que ça, on a passé ce cap-là. Maintenant, les gens ont plus de facilité à assumer. Mais ça pose des problèmes. euh, D'abord parce que, pour beaucoup, comme il y a une crise de la confiance, il y a une crise de comment je fais pour que la parole de quelqu'un ait de la valeur. Tu vois? Donc ils vont forcément t'as reçu une boîte, donc ton avis est biaisé. Ça n'a pas de sens, tu vois, parce que tu peux très bien ne pas recevoir de boîte et avoir un avis biaisé. Moi, il y a des auteurs de jeux, par exemple, qui sont des vrais connards. Je vais pas dire les noms, mais je les pense fortement. Clairement que leur jeu à eux, si je dois en parler, je vais avoir du mal à faire abstraction que c'est des sales cons. Et je dis ces mots-là, voilà, je sais pourquoi je les dis. Euh, Bah oui, donc mon avis, personne ne saura que mon avis est biaisé. Mais évidemment que je vais beaucoup avoir de mal à prendre du plaisir à leur jeu parce que pour des tas de raisons, quoi. Donc oui, oui. Moi, je pense que ça passe par la transparence. Plus de transparence égale moins de crise de confiance. Moins de crise de confiance égale cette problématique qui revient, qui est récurrente, n'existera plus. Moi, je pense qu'elle va disparaître une fois qu'on a ça, quoi. Parce que enfin, tous les médias dans le monde, de tous les secteurs différents, reçoivent des trucs de presse, reçoivent des tas de choses. Alors oui, des fois, on peut se poser la question. Typiquement, pour l'instant, dans le jeu de société, à ma connaissance, je crois que ça n'est pas encore arrivé. On n'a que de la boîte gratuite de base. Mais dans le jeu vidéo, par exemple, moi, ça me fait penser à comment on appelle ça, les services presse en jeu vidéo, où tu reçois en fait le jeu avec une statuette, un machin. Enfin, c'est des œuvres d'art parfois, c'est des gros cadeaux. Tu reçois un objet en plus qui est souvent pas unique, mais qui est que pour les médias, qui est uniquement estampillé presse. Euh, et ça, tu vois, déjà pour moi, là on peut se poser la question, parce que t'as pas seulement une boîte gratuite, euh, t'as pas seulement le jeu en avance pour faire ton travail, t'as une attention. Et ça, pour moi, déjà, c'est quelque chose. Euh, Actuellement, il y en a qui, peut-être, parce qu'ils reçoivent des boîtes gratuites tout à coup, se disent, ouh là là, ça me donne de l'attention. Et donc, tu vois, ça les valorise, etc. Et ça peut amener un biais, peut-être, qui va, au fil du temps, s'en aller, parce que quand t'es abreuvé partout, au bout d'un moment, tu t'en fous, quoi. Tu, euh, Tu vois, avoir un... Pour moi, la vraie problématique, qui est jamais questionnée d'ailleurs, elle est plutôt de la connivence. Elle n'est pas de la boîte gratuite, elle est de la connivence. Comment je parle de jeux, de gens que j'aime, que j'apprécie, que je côtoie, etc. Comme je disais, si c'est un connard, je vais avoir un biais, mais est-ce que j'aurais pas un biais aussi si c'est un, un ami, tu vois? Et j'ai déjà eu cette problématique, j'ai fait un débrief sur Welcome, le premier Welcome. C'est compliqué si t'aimes le jeu déjà. Mais c'est aussi compliqué parce que moi, tous les gens qui étaient dans mon entourage connaissaient Alain, et Alain, c'est un ami, donc en plus, double problématique. Bah moi, par exemple, tout le monde a refusé d'être dans la vidéo. Donc je me suis retrouvé à faire un débrief avec des personnes de qualité qui étaient des gens de l'association avec qui j'étais, mais qui n'étaient pas habitués à parler en public, etc. Donc c'était un exercice pour eux, c'était la première fois qu'ils devaient faire ça. Mais voilà, ma problématique, elle a plus été de est-ce que je trouve des gens, etc. Donc la connivence, par exemple,
bah, elle n'est pas indiquée dans les vidéos. Alors moi, on le sait, hein, c'est facile, ma connivence, c'est les gens que je reçois. Et on me voit beaucoup en vidéo avec eux. Mais voilà. Et ça, et c'est toujours marrant, c'est-à-dire que les gens se focalisent sur l'aspect visible. Euh, Il y a Monsieur Blue, je crois, qui disait que sur Twitter, c'est des discussions sans fin, la provenance de la boîte, etc. Ouais, ouais. Alors que la discussion sans fin, en fait, la provenance de la boîte, du moment que tu as la transparence, ben ouais, et c'est normal. La dernière fois, j'ai parlé à Cannes d'un éditeur qui nous annonçait avoir produit 10 000 boîtes de son jeu. Écoutez bien les gens. Et d'avoir, alors je peux pas dire le nom de l'éditeur parce que je sais pas si c'était une conversation off ou officielle, euh, mais il a produit 10 000 boîtes de son jeu et il a arrosé 1 000 boîtes gratuites. 1 000. C'est énorme. C'est énorme. Et, donc voilà. Donc tu vois, quand tu arroses 1 000 boîtes, franchement, est-ce que tous ceux qui sont arrosés ont un biais? Je pense pas, quoi. Tout que le jeu, je sais pas si c'est... Bon, bref. Donc la discussion sans fin, ça devrait plutôt être d'être la connivence, en fait. De se dire, ouais... euh, par contre, quand je présentais des jeux en article, je n'étais pas rémunéré en argent liquide. Maintenant, la question ne se pose plus puisque je travaille sur base d'un salaire pour un travail presté et et peu importe ma communauté, peu importe mon avis. Oui, bah, c'est toute la différence entre toi, tu fournis une prestation. Moi, ce que je donnais toujours comme exemple, tu vois, avec le passe-temps, moi, je vendais pas le travail du passe-temps, je vendais la communauté du passe-temps. Quand tu es influenceur, ce que tu vends, ce qui a de la valeur, et ce que les gens viennent acheter, c'est ta communauté. C'est l'impact médiatique que tu vas avoir. Et pas les qualités de ta prestation, puisque tu ne vends pas une vidéo. Euh, Tu vois, à l'inverse, quand j'étais avec l'UDEMA, en entreprise, en auto-entreprise, qui a été un succès phénoménal, qui m'a conduit à la dépression, euh, je vendais des prestats vidéo. Je ne vendais pas mon audience. Je baissais mes tarifs parce que j'avais un accord qui disait que j'en profitais sur ma chaîne. Donc je considérais que ça me profitait aussi. Mais les gens n'achetaient pas l'UDEMA. Ils achetaient la vidéo des règles en 3D. Euh, voilà, hein, je peux dire, hein, je vendais ça à 500 boules. Et après, je vendais par contre l'exploitation de ma vidéo. C'est-à-dire que si tu voulais ta vidéo en anglais, si tu voulais l'utiliser sur d'autres chaînes YouTube, etc., pour d'autres prestations, etc., euh, tu me payais des droits de diffusion, etc., des droits d'exploitation. Voilà, donc moi je vendais un produit, une presta, je vendais pas mon audience. Mais oui, oui. Mais c'est toute la difficulté de faire comprendre ça. Et je pense, tu vois, que l'association, par exemple, elle peut avoir cette vertu-là, d'expliquer la distinction entre ce qu'est une prestation et ce qu'est vendre son audience, qui est autre chose, quoi. Mais que ça a quand même de la valeur. Le fait aussi d'être en fédération, en association, ça peut aussi permettre d'amener des tarifs, puisqu'on est un peu au doigt mouillé. Moi, je sais à peu près combien vaut une audience, en sachant qu'on parle là d'audience qualifiée, hein, dans le secteur ludique, euh, puisque quand tu es un spécialisé en jeu de cartes ou spécialisé en Kickstarter ou quoi, euh, tu vois, même si ton audience, elle semble restreinte, elle est très qualifiée, donc elle a plus de valeur qu'une audience plus généraliste. Donc ça aussi, ça à faire prendre en compte, quoi. Mais voilà. Euh, Oui, mais du coup, l'URSSAF qui ferait mettre son nez là-dedans. Bah oui, oui, mais de toute façon, normalement, alors sauf quand c'est des petites sommes, il me semble, hein, euh, qu'il y a des choses de l'ordre, je sais plus les sommes, mais normalement, en tout cas moi, quand j'étais youtubeur à succès et que je déclarais mes 150 balles annuelles, oui, oui, c'était dans mon entreprise l'UDEMA, donc, et ça rentrait en compte dans l'argent, bien sûr. De toute façon, on est censé déclarer les revenus qu'on perçoit des publicités, etc., quoi. Mais je crois qu'il y a des petites sommes qui nous accordent pas. C'est nous disait, je pense que ce n'est pas un souci sur le travail de Rachel, mais plutôt l'ambiguïté par rapport à la boutique.
de se dire que ça profite à la base à la vente en boutique. Et bien sûr, le passe-temps est finalement beaucoup, beaucoup plus qu'une boutique et pèse lourd dans le game. Oui, oui, bah en fait, c'était tout mon travail, moi, d'expliquer, quand j'ai été à Cannes et que j'ai pris plein de rendez-vous avec des éditeurs, c'était d'expliquer que moi, la boutique, je m'en fous. Alors, je m'en fous dans le sens, j'espère qu'elle continue parce que c'est elle qui me paye, mais, mais je veux dire, moi, mon travail, c'était médias. C'était vraiment les médias. Et donc, les rapports que j'ai avec le reste, je ne faisais pas de vidéos avec, avec la directive ou l'esprit de dire faut que ça génère des ventes. C'était une possibilité, mais moi, c'était pas l'axe. Moi, l'axe et ce pourquoi j'avais été embauché, c'est de développer l'audience et de faire en sorte que de libérer du temps de comment dire de la charge mentale pour mes petits camarades au sujet de la création de vidéos, de l'organisation, etc. Euh, donc mon boulot, il était plus là-dessus, quoi. Mais oui, oui, il y a une ambiguïté, mais qui pour moi ne l'est pas. C'est-à-dire que l'axe éditorial de la chaîne du passe-temps, elle est de mettre en avant le travail de la boutique, le passe-temps. Et donc, pour moi, il n'y a pas de... C'est lié. Enfin, tu vois, si les vidéos génèrent de la vente, bah, c'est ce qui permet de payer les salaires dans un premier temps. Moi, mon boulot, c'était de commencer à dire, en tout cas, c'était mon objectif personnel, pas l'objectif que mon patron m'avait fixé, mais c'était mon objectif personnel de sortir de ça, de sortir de cet aspect, ça doit être la boutique et ça doit être les éditeurs de jeux qui rémunèrent le travail de YouTube de vidéaste, mais plutôt de sortir de tout ça. Moi, mon objectif, c'est vraiment de plus être financé par les éditeurs, c'était ça, et c'était d'être financé par NordVPN, par Red Shadow Legends, etc., par des gens qui ne sont pas du secteur ludique. Euh, et dans ce cas-là, tu vois, tu perds cette ambiguïté. Il n'y a plus personne qui peut dire ah ouais, mais toi, tu fais une vidéo parce que tu veux vendre la boîte, ou parce que... Là, tu fais des vidéos, les salaires sont payés par les placements de produits, et on s'en fout, quoi. Et on parle de ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, euh, etc., dans la ligne éditoriale qu'on s'est fixée, quoi. Euh, bon, je vais pas tout rattraper, hein. Euh, Louis nous dit pour moi, la crise de confiance n'est pas due aux médias, mais à l'embouteillage des sorties, du trop de sorties. Euh, ouais, moi je pense vraiment qu'il y a une crise de confiance, mais qui est générale en fait, qui est dans tous les médias et qui du coup arrive aussi sur les médias ludiques. Mais comme j'avais expliqué, en fait, c'est parce qu'il y a un biais tout simple, hein, c'est que la plupart on est des passionnés, et donc forcément tu parles avec passion, et quand tu parles avec passion, t'es plus enthousiaste, t'es plus... Je pense que moi, la crise de confiance, elle vient plus sur la tonalité générale de tout ce qui est produit, qui est ultra positif. Mais vraiment, des fois, je me moquais la dernière fois en disant c'est la surenchère à qui sortira le nouveau terme à la mode, quoi. Pépite, bombe ludique, coup de cœur, tu sais plus où donner de la tête, quoi. Moi, je pense que la crise, elle est là, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, le fait qu'ils aient l'impression, je dis bien ils aient l'impression, je dis pas que c'est la réalité, mais ils aient l'impression qu'il n'y a pas de critique, et quand ça sous-entend qu'il n'y ait pas d'avis négatif sur les jeux, c'est plus ça en fait qui les embête. C'est pas le fait qu'il y ait énormément de sorties, parce que c'est le cas pour le cinéma, c'est le cas pour les livres, et, euh, et ça fonctionne quand même, quoi. Ou les mangas, ou ce qu'on veut, quoi. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de frustration plus que de confiance au final. Sais-tu si cette problématique existe en dehors de la France? Ici en Belgique, il me semble que tout le monde s'en fout, mais j'ai peut-être tort et je me demande si ce n'est pas juste un truc plus culturel. Tout comme en France, parler de son revenu est vraiment tabou. Euh, en fait, je pense qu'il y a un aspect culturel parce que aux États-Unis, par exemple, tu vois, ils ont la rémunération, il y a le côté
donner des pourboires. Tu vois, ça fait partie de la rémunération, tu donnes des tips, quoi. D'où Tipeee et compagnie. Là-bas, c'est normal d'être rémunéré pour des reviews. euh, c'est normal ça fait partie du truc, quoi. Donc je pense que cette problématique, elle doit pas être de la même chose. Je sais pas. Là, j'avoue que j'ai pas assez de retour là-dessus. Je me rends pas compte. Il faudrait des gens qui habitent aux États-Unis ou quoi. Ou peut-être euh, nos amis de l'Amérique du Nord. Peut-être qu'ils savent. Il faudrait demander à JP, à Martin de la zone de jeu, tout ça. Ce que eux, ils en pensent. Ils ont ces retours-là. Même si on doit avoir quand même des cross viewers, je sais pas comment on dit. Monsieur Blue nous dit sur les 1000 boîtes gratuites, l'auteur a touché quelque chose. Bah, il a touché que dalle, hein, puisque l'auteur il touche normalement sur les ventes, et selon le contrat, il touche soit sur les ventes de l'éditeur au distributeur, soit sur les ventes vendues du distributeur en boutique. Donc, Robin nous dit le tout, c'est de donner les infos qui peuvent indiquer le biais d'attaque de ton avis. Simple honnêteté intellectuelle. Oui, 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 mais tu vois, c'est pour ça que ça peut être par exemple dans la charte. Tu vois, on peut déterminer si on écrit une charte pour ceux qui adhéreront à l'association des médias ludiques. Ça peut être très bien de donner des éléments factuels à indiquer dans tes vidéos, tes articles, tes machins. Alors, ce qui peut poser problème sur Instagram parce que tu es limité en place, peut-être. Ou ne parlons même pas de Twitter. Je sais même pas s'il y a des tweetos qui sont considérés comme des médias ludiques d'ailleurs. À voir. Dans la boîte, nous dit un créateur de contenu met en avant le produit et ses qualités. L'influenceur se met en avant et donne son avis sur un produit. Non, non, alors je comprends qu'on veuille faire. J'entends très bien, hein, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui veulent toujours faire un distinguo entre influenceur, créateur de contenu. C'est la même chose, hein, et c'est pas parce qu'un créateur de contenu peut se mettre en avant. euh, Il y en a par exemple qui vont le faire avec comment dire, un habillage, un enrobage visuel, une tenue particulière, etc., un ton, euh, tout en donnant le produit ses qualités. Pour moi, c'est le même mot. C'est juste que l'influenceur, en tout cas quand on met ce terme-là, ce qu'on comprend, c'est que l'influenceur, il vend son audience. Voilà, c'est juste ça. Mais après, il n'y a pas de distinguo entre influenceur, créateur de contenu. C'est la même chose, hein. Et que tu mettes en avant toi, qui est ton propre produit, ou pas, ou que tu mettes en avant le produit que tu parles, pour moi, c'est kiff-kiff. Ça veut pas dire que l'un est mieux que l'autre en termes de fond. Et d'ailleurs, il y a plein d'influenceurs qui sont des très bons critiques de cinéma, qui sont très bien, etc., quoi. Euh, mais en tant qu'éditeur, est-ce bien vu de la part notamment du GBL de travailler avec le passe-temps au détriment d'autres? Aucune idée, c'est une vraie question ouverte. Je sais pas, hein, franchement, j'ai plus l'impression qu'il y a un petit souci plutôt de jalousie ou de problème avec le passe-temps, mais pas à cause de ça, je pense pas. Je pense qu'il y a plutôt un côté où Bruno, donc l'ancien gérant du passe-temps, qui lui était un très très bon commerçant et un très grand visionnaire, c'est un du secteur ludique, je pense, qui a su, hein, c'est lui qui a mis le YouTube en place, etc. Il avait déjà saisi qu'il fallait être présent sur les réseaux, là où beaucoup de boutiques se sont mis à... Enfin, je sais plus si c'est l'année dernière à Vichy ou il y a 2 ans, où quand même la discussion du GBL, c'était de dire, voilà, il faudrait faire un Facebook, il faut parler à vos clients. Enfin, tu vois, eux, ils en sont encore là pour certains. Donc, moi, je pense qu'il y a plutôt un côté où le passe-temps, il s'impose de lui-même.
Tu ne peux pas ne pas passer par eux. Certains essayent, hein. Il y a beaucoup de gens qui tentent de squeezer le truc ou qui confondent le média, le passe-temps et la boutique, le passe-temps. Mais ils ont tort, quoi. Je pense que le passe-temps, ils font un boulot nécessaire que d'autres ont fait en leur temps, hein. Que faisait Trick Track à l'époque, qu'ont fait d'autres. Là, c'est eux qui, pour l'instant, actuellement, hein, arrivent à parler à d'autres personnes du secteur ludique. C'est eux qui font rentrer des nouveaux venants. Euh, Ce que les autres ne font pas. Les autres, ils s'adressent. J'ai déjà parlé plusieurs fois, hein, on revient encore à la critique des médias ludiques voilà, qui sont uniformément quasi à l'identique. Les autres s'adressent qu'aux consommateurs déjà conquis, pour la plupart, majoritairement. Le passe-temps, leur force, c'est qu'ils s'adressent autant aux consommateurs déjà conquis, mais ils s'adressent aux nouveaux entrants, en leur disant hey, venez voir ce qu'est le jeu de société. Donc pour l'instant, c'est eux qui ont le vent en poupe pour ça, et tous ceux qui ne veulent pas travailler avec eux, ou qui sont mal vus ou quoi, bah vous n'avez rien compris, hein. Et j'ai des liens d'acquaintance évidemment avec le passe-temps, mais vu que je ne suis plus salarié, maintenant on peut m'enlever ce biais-là. Euh, Monsieur Blue qui dit ouais, comme joystick à l'époque, il y avait des pubs pour la mousse à raser. Oui, oui, mais exactement. C'était d'ailleurs la problématique à l'époque des médias. C'est pour moi toujours la même problématique qui est de dire oui, mais tu es financé par celles et ceux qui sont à l'origine des produits que tu critiques dans ton média, quoi. C'est là où ça ne va pas, en fait. C'est ça qui ne fonctionne pas. Si tu enlèves cette équation-là, c'est gagné. Et ça, je l'ai déjà dit la dernière fois et je le répète, ce pouvoir-là, c'est pas les éditeurs qui l'ont, c'est les gens, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est ceux qui payent, quoi. Si demain, vous vous mettez à mettre un budget mensuel, vous sacrifiez un jeu, je dis une connerie, si vous dépensez 100 balles de jeu tous les mois et que vous sacrifiez 30 euros, donc un jeu en moins par exemple tous les mois, mais que vous mettez 30 euros sur un média ou X média que divise cette somme, vous leur donnez les moyens de devenir indépendants, de produire autre chose et d'aller plus loin, quoi. En fait, cette équation-là, elle est là, quoi. Puisqu'en termes de masse, on n'arrivera pas à atteindre la masse critique qui permet d'aller jouer avec NordVPN ou tous ces gens qui arrosent les youtubeurs à coups de milliers d'euros. Parce qu'il faut une masse critique. Parce que eux ils achètent l'audience, quoi. Eux, ils ont compris ça. Ils sont pas encore en train de se dire, non, acheter l'influenceur, c'est mal. Je vais pas, je préfère envoyer une boîte parce qu'il fait du bon boulot. Rien à foutre, hein. NordVPN, il dit, moi, je veux toucher X personnes. Dans mon contrat, c'est je te donne telle somme. Si tu arrives à atteindre l'objectif, tant mieux. Si tu le dépasses, je te rajoute une petite languette, quoi. Tu vois, et ça va pas plus loin. Et je pense que si les gens se mettent à payer en masse, et là, ça peut être 1 euro par personne, tu vois. C'est ce que je faisais le calcul à l'époque, quoi. Tu vois, tu as des vidéos qui ont fait 25 000 vues sur ma chaîne. Bon, bah, si j'avais eu 1 euro par ces 25 000 vues, euh, bon, j'aurais un dentier, quoi. J'aurais une maison, j'aurais une vie, quoi. Bon, bah, c'est pas le cas, et je parle de moi, c'était pour l'exemple, mais c'est pareil pour tous les médias, quoi. Donc, je pense que cette équation, on peut en sortir. Et du coup, ça assainirait le secteur, hein. Monsieur Blue nous dit coup de cœur du moment, le moment dure environ 1 heure, le temps de tourner la vidéo. Bah ouais, je suis d'accord. C'est normal d'être payé pour un autographe. En France, tu fais ça, c'est le mur direct, je pense. Pas du tout. Mais pas du tout. Monsieur Blue, on te pardonne parce que tu découvres ce live, mais je rappelle. Je rappelle que je paye, moi, pour avoir des petits autographes et pour avoir des petites photos, car j'ai rencontré mes idoles de toujours. J'ai payé 15 euros pour avoir mes petits autographes, ma petite photo, etc. Et je peux même vous rajouter, la dernière fois, je vous ai montré
On fait une petite digression, hein, si vous voulez bien. La dernière fois, je vous ai montré le site Cameo, qui permet donc de payer pour avoir un petit instant privilégié avec sa star. J'ai découvert, du coup, puisque ça m'a intéressé au plus haut point, car je voulais un entretien exclusif avec Robert Englund, parce que ça me plaisait de discuter avec lui. Sachez qu'il y a aussi une version française que je ne connaissais pas. Je vais vous mettre ça tout de suite. Bim. Voilà les gens, si vous avez un peu de sous, euh, on peut, si vous voulez discuter avec Tex, euh, si vous voulez avoir une blague un peu bof, vous pourriez aller discuter avec Tex. Bon, Pascal Légitimus, il est sur tous les sites. Mais du coup, voilà, on a des stars, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des doubleurs, il y a tout, quoi. Donc on peut se faire plaisir. Hop, je rebascule. Louis nous dit: après, je préfère la bienveillance des médias ludiques. Lire 3 articles d'écran large m'expliquant que le dernier Jurassic Park est une bouse, au bout d'un moment, j'ai envie de le dire, j'ai compris. Oui, oui, mais avoir une critique constructive avec des aspects, pourquoi pas, qui pointent des éléments qui ne vont pas, ça reste quand même bienveillant, tu vois. Mais on peut aussi, bah ouais, des fois, il y a des boosts, quoi. Moi, par exemple, il y a un fil, hein, il y a un fil conducteur sur cette chaîne, hein, qui est de dire Escape Tales 3, ne l'achetez pas parce qu'il est buggé. Bon, bah voilà, hein.